Bonsoir à tout le monde. Bienvenue pour ce live dédié à la médiumnité. Médiumnité, contacter l'invisible, un sujet qui m'a beaucoup été demandé ces derniers mois. Donc j'ai décidé de faire un atelier sur ce thème. Atelier qui sera comme d'habitude en replay sur Instagram et sur YouTube. Voilà, donc prenez le temps de vous installer. Sachez que ce live va bien sûr comporter des choses que je vais partager sur le sujet de la médiumnité, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez aussi formuler vos propres questions, hein, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à commenter tout ce qui est partagé, à partager aussi vos expériences personnelles sur ce thème, et à poster vos questions dans le chat ou dans le petit logo point d'interrogation en bas. Bonsoir Maxime, bonsoir à tout le monde. Donc pourquoi le thème de la médiumnité? Alors effectivement, pour les personnes qui me... Bonjour Noémie, bienvenue. Pour les personnes qui me connaissent, effectivement, mon métier, en tout cas mon étiquette, c'est pas médium. Mais effectivement, dans le travail de guérisseuse, et il y a peut-être des thérapeutes holistiques ici, c'est vrai que la médiumnité est une partie intégrante de ce travail, parce que à quoi ça sert la médiumnité dans ce qu'on fait? Ça permet de lire l'énergie des personnes pour savoir ce dont elles ont besoin. Ça permet d'accompagner des visualisations profondes et les guider. Ça permet de se connecter à leur vie antérieure, au transgénérationnel. Ça permet d'avoir parfois des messages de défunts pour des personnes qui sont dans une démarche de guérison par rapport à un deuil. Ça permet de se connecter à des mémoires anciennes dans la lignée familiale. Enfin, la médiumnité, c'est pas... Parfois, les personnes, notamment dans les questions que j'ai reçues, les personnes parlent de don ou de pouvoir. En fait, c'est pas forcément un don ou un pouvoir, c'est un rapport au monde plus sensible, plus subtil et plus intuitif, qu'on a tous un petit peu plus ou moins. C'est-à-dire que je crois, enfin, je pense pas, après vous dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense pas qu'il existe de personnes, d'êtres humains qui ont aucune intuition. Je pense que tout le monde a des intuitions, et puis il fait confiance plus ou moins. Il y a des personnes qui ont des intuitions par leurs rêves, par des rêves prémonitoires. Il y a des personnes qui ont des intuitions grâce à des événements qui les guident. Il y a des personnes qui ont des intuitions par des expériences paranormales, par des canalisations, par de l'écriture intuitive, par le pendule, des sentiments déjà vus, des flashs sur le futur. Donc je pense que chacun a au moins expérimenté peut-être au moins une fois ces sortes d'intuitions hyper claires et hyper instinctives qu'on aurait même du mal à expliquer. C'est un peu ça le truc de la médiumnité, c'est que les informations, elles arrivent très clairement, on saurait pas expliquer pourquoi, on saurait pas d'où on les sort, mais pourtant elles sont extrêmement précises, justes, et surtout vérifiables, hein, parce que par exemple quand on passe des messages de défunts, ou on transmet des informations sur la lignée familiale et tout ça, on recoupe les détails en direct, hein. Ça m'est déjà arrivé que dans une séance, un défunt se présente et puis il me montre clairement que la personne que j'ai au téléphone a un tatouage à tel endroit, donc j'en parle, elle confirme. Il lui met un collier avec une lettre précise autour du cou, cette personne confirme. Donc il y a aussi dans certaines expériences médiumniques une facilité aussi à confirmer les informations et à se rendre compte qu'en fait, c'est limpide et qu'il n'y a presque pas de questions à se poser. C'est un peu comme l'intuition qu'on peut avoir au quotidien, il y a une sorte d'évidence. Il n'y a plus le mental qui a besoin de commenter ce qui se passe, c'est une évidence qui apparaît. Donc voilà, le sujet de la médiumnité, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet aussi de nous connecter à des parts de nous plus subtiles, plus intérieures, plus spirituelles, aussi plus sensibles, hein. On en parlera, mais la médiumnité, elle passe par différents types de sens. On a peut-être, je sais pas, pour les personnes qui sont là, n'hésitez pas à partager, mais il y a des personnes qui vont plus fonctionner avec les images, d'autres les rêves, d'autres les sensations du corps, hein, on en parlera. D'autres, ça peut être des goûts, des odeurs. Voilà, c'est très divers et c'est ce qui est intéressant dans la médiumnité, c'est que là on va en parler, mais qu'en fait il y a des chemins, des milliers de chemins possibles pour toucher cette capacité médiumnique et pour l'apprivoiser. Par exemple, moi, ce qui m'a permis, c'était peut-être il y a 10 ans, de
de m'ouvrir plus à ça et de le développer vraiment, vraiment, bah, ça a été au début, il me semble, des tirages de cartes et d'oracles, surtout des tarots au début. Après, il y a eu le pendule qui a ouvert, lui, la porte au fait de canaliser des messages de défunts à partir de grilles sur lesquelles se trouvait un alphabet complet et faire confiance au pendule et se rendre compte que ça formait des phrases complètes. Ensuite, finir par recevoir des messages complets pour des personnes qu'on connaissait, parce que c'est vrai qu'on le faisait aussi beaucoup avec mon conjoint. Euh, et puis on les transmettait. Et c'était exactement ça pour la personne qui les recevait. Après, au fil des années, on se rend compte que le carnet dans lequel on écrivait les messages, les écritures étaient parfois différentes entre les personnes, alors que c'était toujours moi qui écrivais. Et puis après, petit à petit, et ça on en parlera, c'est vrai que les outils sont sortis. Parce qu'une fois qu'on a apprivoisé son intuition avec les cartes, avec le pendule, avec des outils, c'est vrai que tout d'un coup, on a comme une envie qui émerge de pouvoir le faire d'une manière très intérieure et très fluide. Euh, Parce que ça permet d'en faire quelque chose qui repose sur aucun autre moyen que notre propre conscience. Et ça, c'est génial. Et pour moi, un médium, c'est une personne qui se connecte en fait à des courants d'énergie différents, des espaces de conscience, des mondes parallèles, des êtres de plein d'espaces différents et qui arrive à traduire la lumière, traduire ce qui est transmis de manière subtile. Et pour moi, c'est un peu des personnes qui créent le lien entre les mondes, qui sont un peu des messagers. Euh, et justement, une clé pour les personnes qui développent ça, pour moi, c'est vraiment qu'un médium, c'est une personne aussi qui sait un petit peu s'effacer derrière les messages qui sont transmis. C'est-à-dire que c'est pas le médium qui joue un rôle, je vois plutôt ces capacités médiumniques, en tout cas quand on les utilise pour aider des personnes, comme se voir comme une radio. C'est-à-dire que quelque part, il y a un courant d'énergie qui serait la fréquence émise. Ça passe par la radio, c'est retransmis dans des mots intelligibles et après on continue son chemin. Et ça peut arriver d'ailleurs dans des canalisations très profondes ou très longues, qu'on se rappelle en substance de ce qui a été transmis, mais qu'on puisse pas vraiment pouvoir redire en détail tout ce qui a été dit. Et ça, c'est vraiment un signe que ça se transmet vraiment dans l'instant, quoi. Euh, Noémie, tu as un pendule à nous conseiller. On m'a parlé du pendule Isis. Alors moi, j'ai un pendule égyptien qui est là. Et en fait, l'avantage de ce pendule, je te le montre. Tu en as peut-être déjà vu de ce type-là. Je sais pas si on voit bien. Comme ça. Et la forme de ce pendule, en fait, son avantage, c'est qu'en fait, ce pendule, il est réputé pour ne pas stocker les énergies. Et du coup, il n'a pas besoin d'être nettoyé, d'être purifié. Donc, il en existe plein de couleurs. Voilà, c'est Thoth, Noémie, exactement. Et en fait, c'est celui-là, j'en ai eu plusieurs au fil du temps, mais c'est vrai que celui-ci, il se charge jamais d'énergie, on va pas dire négative, mais en tout cas, il n'a pas besoin d'être spécifiquement nettoyé et il fonctionne extrêmement bien, il est très très puissant. Sa forme fait que l'énergie canalisée, elle est super et en soins, ça fonctionne très bien. Voilà, donc pour le pendule, voilà, c'est ce que je conseillerais. Après, c'est vraiment au feeling. C'est vrai que quand on choisit un pendule, il y a quelque chose de très instinctif. Les premiers pendules que je choisissais, je connaissais pas. Il y a une fois, il y a un pendule qui était fait de... Qu'est-ce que c'était? C'était une pierre rose. Je sais plus le nom de cette pierre, mais il m'a attirée, alors que je prévoyais pas du tout d'acheter un pendule, donc je l'ai pris. C'est ce pendule qui a été un support pour les premiers messages de défunt. Donc il y a vraiment quelque chose de très instinctif. C'est vrai que moi, par exemple, j'ai jamais acheté de pendule sur Internet. C'est vrai que je trouve que le fait de tomber sur l'objet, de le tenir dans ses mains et de sentir tout de suite si on y est connecté ou pas, c'est hyper important. Noémie, j'en ai un en bois d'olivier. Oui, super, parce que c'est vrai qu'aussi il y a une sensibilité qu'on peut avoir avec certaines matières ou pas. Certains métaux, certaines pierres semi-précieuses, certains bois, des formes. Et puis aussi, il faut savoir pour les personnes aussi qui veulent débuter là-dedans, les pendules, il y en a certains qui sont émetteurs, c'est-à-dire qui émettent de l'énergie, certains qui sont récepteurs d'énergie, donc qui vont permettre de canaliser des messages par exemple. Et il y en a certains autres qui font les deux, qui sont émetteurs et récepteurs. Donc en fonction de l'usage que vous voulez en faire, c'est important de se renseigner. Et souvent c'est marqué, ou dans les boutiques spécialisées, vous pouvez demander, expliquer votre usage. Mais c'est super bien, quoi.
Julie, le mien est en cuivre avec une petite pierre. Super. Oui, en plus le cuivre c'est super conducteur, donc génial. Alors je vois qu'il y a une question en bas. Comment on nettoie un pendule? Alors, plusieurs manières. Déjà, pour nettoyer un pendule, ça va dépendre de sa matière. Tu peux procéder avec de la fumée de sauge blanche, par exemple. Donc tu vas passer ton pendule dedans. Et le signe que le pendule est purifié, ça va être quand la fumée de la sauge va entourer totalement l'objet. Au début, tu verras que la fumée de la sauge, elle va circuler un petit peu autour de l'objet, que ce soit en pendule ou autre d'ailleurs. Et au moment où tu vois que la fumée, elle va vraiment bien autour de l'objet, qu'elle l'enveloppe entièrement, ça veut dire que c'est purifié. Après, si la matière s'y prête, tu peux aussi passer ton pendule pendant 1 minute sous l'eau froide du robinet. Voilà, en visualisant aussi que les énergies qui stagnaient dedans s'en vont. C'est très important aussi de purifier un pendule quand on vient juste de l'acheter. Et puis après, une fois que ça s'est fait, tu peux le recharger. Donc tu peux poser ton pendule sur une fleur de vie. Tu peux aussi poser ton pendule à la lumière de la pleine lune. Quand c'est la pleine lune, voilà, c'est très intéressant de poser ses pierres, poser ses pendules, tous ces objets-là, par exemple sur un bord de fenêtre, ou en tout cas dans la lumière de la pleine lune. Voilà. Maxime. Du coup, le travail avec pendule, c'est plutôt de l'intuition qui s'ouvre ou la médiumnité qui se développe. Alors, c'est les deux en parallèle parce qu'en fait, c'est la médiumnité qui va se développer dans le sens où on va effectivement être en contact avec d'autres mondes, si on doit donner une image. Mais par contre, ça va aussi contribuer au développement de l'intuition. Parce que l'intuition, c'est quelque chose de très spontané. Et c'est vrai que quand on canalise des messages médiumniques, eh ben, on est obligé de faire appel à notre intuition et d'apprendre à lui faire confiance. Parce que sinon, on va switcher dans le mental. Et tout d'un coup, c'est pas que ça va se fermer, mais on va essayer de remettre en doute ce qu'on reçoit. On va se couper de ce courant-là pour rentrer dans quelque chose de trop mental. Et du coup, ça va plus être fluide. Donc, en fait, l'ouverture à la médiumnité contribue au développement de l'intuition et de la confiance en notre intuition. Et parfois, c'est aussi en sens inverse. On devient un petit peu plus intuitif. Et tout d'un coup, cette intuition, plutôt que de rester à un état assez centré sur nous-mêmes, ou en tout cas une intuition voilà qui traverse mais à laquelle on fait pas trop attention, si c'est sur notre chemin, c'est vrai que tout d'un coup, on va peut-être avoir envie de développer des vraies capacités pour en posant une intention claire, parce que c'est vrai que cette notion d'intention, elle est importante, c'est-à-dire pourquoi je veux développer mes capacités médiumniques. C'est sûr que ça va se faire plus simplement et avec plus de fluidité, cette ouverture, si on est clair sur une intention. Et si cette intention, elle n'est pas basée sur la peur. Parce que parfois, on peut s'ouvrir à la médiumnité avec une envie de savoir comment sera l'avenir, de tout contrôler, de se rassurer. Et en fait, justement, c'est quand on est dans une forme de confiance avec la vie, d'ouverture, de capacité à accueillir ce qui vient, que ce soit dans la vie, mais aussi dans ces moments de médiumnité, que c'est le plus fluide. Donc c'est vrai que par exemple, quelque chose que je voulais transmettre, c'est que parfois, on n'a pas besoin de, tout de suite en tout cas, de travailler à fond sa médiumnité. Déjà, la première étape, parfois, c'est juste de travailler sur soi. Parce que quand on travaille sur soi, si on doit prendre une image, c'est comme si il y a la lumière quelque part, et puis il y a nous, et c'est comme si on enlevait des couches qui nous séparent d'une plus grande exposition à cette lumière et à ces différents mondes. On enlève un petit peu tout ce qui obstrue. Ça peut être des blessures, ça peut être des peurs, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être même énergétiquement des vrais centres énergétiques qu'on a qui seraient obstrués. Et donc, plus on travaille sur soi, plus toutes ces parts de nous, on les allège, on les rend plus perméables à la lumière, plus perméables aux différentes fréquences de l'univers, et donc la médiumnité se développe naturellement. Et je l'ai vu très souvent dernièrement dans les séances qu'on fait, des personnes que je suis depuis plusieurs séances, qui ont travaillé profondément sur elles, avec lesquelles on a avancé sur différents sujets, et une conséquence qu'on n'avait pas prévue mais qui s'est présentée d'elle-même, c'est une très très grande clarté d'esprit, une beaucoup plus grande connexion à leur intuition déjà.
Et après, les capacités médiumniques, elles s'ouvrent plus ou moins en fonction des personnes et surtout du fait qu'elles en aient besoin sur leur chemin et qu'elles soient prêtes. Mais c'est une conséquence de travailler sur soi. Parce qu'en fait, et on peut reparler un petit peu de ces corps subtils dont je parlais, en fait, qu'on en ait conscience ou pas, on est de base quelque chose de subtil. Le plan de la matière qu'on peut toucher là, il est important, mais c'est tellement infime par rapport à ce qu'on est qu'en fait, la médiumnité, c'est aussi connecté à ce qu'on est vraiment de manière ultime, parce qu'on a le corps physique, mais on a aussi d'autres plans. On a le corps éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, divin. Et quand on quand on canalise des messages ou on est en séance médiumnique, ben, on traverse des mondes, on se connecte à différentes fréquences, ça passe par ces différents corps. Donc c'est pas forcément un pouvoir extérieur à nous comme on le verrait comme un pouvoir de super-héros, c'est plus une sphère de nous plus claire, moins dense, dont on a conscience ou pas. Et la médiumnité, c'est la conscience claire qui est là et qui nous permet d'aller capter des messages. Donc quand je dis des mondes, alors c'est pas des lieux, mais quand on a des messages médiumniques, on peut se connecter à plein de sphères. Le premier contact qu'on imaginerait pour un médium, on parle toujours des défunts. Mais en fait, les défunts, c'est une possibilité. On peut avoir des messages de défunts, il y en a régulièrement dans les séances quand c'est un besoin pour la personne. Mais quand on se développe au niveau médiumnique, on peut aussi avoir d'autres sensibilités spontanément. C'est pas forcément les défunts, ça peut être un guide familial auquel on va se connecter, une arrière-grand-mère qu'on n'a pas connue, ça peut être un guide de lumière, ça peut être des maîtres ascensionnés, ça peut être des archanges. Il y a énormément de sphères dont on peut traduire les messages grâce à la médiumnité. Et c'est vraiment pas uniquement limité à des messages de l'au-delà, comme on verrait, voilà, juste les vivants et les morts. C'est beaucoup plus vaste et riche, et c'est vraiment, vraiment passionnant. Voilà, donc tout à l'heure j'évoquais mon expérience, je vais pas m'attarder dessus parce que le but c'est que vous puissiez avoir juste des clés vous d'autonomie, voir comment ça parle sur votre expérience. Mais donc comme je disais, il y a eu ces étapes, donc le tarot, le pendule, des messages de défunts grâce au pendule, puis petit à petit, bah, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire les séances, la clarté d'esprit m'a permis après de me connecter différemment au monde grâce à la médiumnité, c'est-à-dire sentir les émotions des personnes, pouvoir lire au-delà de ce qu'elles disent pour les aider, pouvoir me connecter à des lignées transgénérationnelles entières pour libérer des blessures émotionnelles et karmiques dans la famille. Un petit peu plus tard, quand j'ai lancé les séances Akasha, il y a eu cette connexion aux vies antérieures. Et en fait, ça fait que s'alimenter, s'enrichir en fonction des besoins, des sensibilités. Et surtout, ce qui est central, c'est la connexion au guide. Parce que c'est vrai que dans toutes les séances de guérison spirituelle holistique qu'on fait, il y a toujours la présence des guides de lumière de la personne. Parce que, ça c'est un aparté que je veux faire dans le travail de guérisseuse et les séances que je fais aux personnes qui le souhaitent, eh bien, c'est pas moi qui décide ou la personne qui décide qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, ou c'est pas moi qui vais transmettre l'énergie que j'ai envie de donner ces jours-là. C'est que ça va passer avec l'accord de l'âme qui le demande, le guide de lumière de la personne, et après moi ça va juste me traverser pour être transmis. Mais c'est pas moi qui vais avoir un libre arbitre de ce qui doit être fait ce jour-là, ça traverse au moment où ça doit traverser. Maxime. Donc la médiumnité permet de plus en plus d'ouverture et de paix aussi. Alors, un des biais de la médiumnité que j'ai remarqué, c'est que quand on se met à se connecter à certains mondes, et notamment le monde des défunts, un truc qui est intéressant, c'est que on comprend mieux la nature de l'existence, et notamment la thématique de la vie après la mort, pardon. Et je trouve que ça permet de déconstruire beaucoup la peur de la mort, parce que il y a beaucoup de messages qu'on a reçus de défunts qui étaient vraiment des leçons de sagesse très profondes sur le sens de la vie, qui parlaient de leur décès, de comment ça se passe après la mort. Il y avait plein de détails, et c'est vrai que ça permettait
vraiment relativiser ce qu'est la mort, c'est-à-dire ce changement d'état, la sortie du corps, la légèreté qu'il peut y avoir avec, les étapes d'après, la paix qui en émerge. C'est vrai aussi que la médiumnité, ça permet aussi de se connecter à ses guides et donc comprendre notre mission de vie, comprendre qu'elle s'inscrit dans une matrice beaucoup plus vaste entre nos vies intérieures, notre âme, nos transincarnations. Et je trouve que ça apporte plus d'ouverture et de paix parce qu'en fait, ça rend juste cette petite existence avec ses problèmes beaucoup moins lourde, importante. Il y a des enjeux qui deviennent moins dramatiques en fait. Et puis la médiumnité aussi, dans quel sens ça peut amener plus d'ouverture et de paix? Ben c'est vrai que quand on veut développer ses dons médiumniques, et je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que ça appelle à savoir concentrer son esprit, être posé, être calme, être dans l'écoute de nos sens, donc de notre corps, être à l'écoute de nos intuitions, être à l'écoute de nos rêves, voir les symboliques de certaines choses qui se présentent dans notre vie. Donc c'est vrai que juste la médiumnité, elle peut juste aussi apporter beaucoup dans notre vie sur le plan humain. Ça va comme nous donner aussi une motivation à être plus connecté à soi dans le but de développer ça. Et faire la paix des fois avec le corps, faire des déprogrammations corporelles, faire des ouvertures de conscience. Et en même temps qu'on a l'impression de juste développer notre médiumnité, en fait on guérit énormément et ça c'est hyper intéressant. Julie, dans quelle ville exercez-vous? Alors Julie, actuellement en fait je travaille pas en cabinet, j'ai des personnes que j'accompagne un peu dans plein de pays, hein. Je crois qu'actuellement il y a 16 pays. Du coup je travaille à distance, par téléphone et en visio. Tu pourras voir si tu en as envie dans ma bio, il y a le lien. Et en fait, n'importe qui, n'importe où peut faire appel à moi actuellement. Euh, je vais évoquer maintenant les sens psychiques parce que c'est vrai que c'est intéressant d'amener un peu de concret. Et on va parler des différents types de médiumnité. Donc, en fait, quand on s'ouvre à la médiumnité, il faut comprendre qu'on n'est pas soit que clairvoyant, que clairsentient, que clairaudient, que clairconnaissant. On va pouvoir parfois avoir tout qui se mélange. Mais là, je vais d'abord évoquer les sens psychiques et puis je vais vous expliquer comment ça peut parfois se mixer pour donner lieu à une médiumnité très riche en fait. Hein. Donc le premier qu'on va évoquer, c'est la clairvoyance, qu'on appelle aussi vision claire. Donc ça, c'est vraiment, c'est assez connu d'ailleurs, hein, c'est la capacité à voir au-delà de la perception ordinaire et pouvoir traduire l'invisible à travers la glande pinéale, qu'on appelle aussi le troisième œil. Et on va avoir en fait des images très claires, très réelles, qui sont aussi vraies que la vie palpable, mais en même temps on sait que c'est pas un espace dans lequel on peut marcher, toucher, interagir, mais on le voit de manière très claire. Donc des signes qu'on est clairvoyant. Donc le premier signe, ça va être faire des rêves lucides ou prémonitoires. Parfois, il y a des personnes qui en font depuis toujours, qui ont vérifié ces prémonitions, donc c'est assez normal pour elles. Ça, c'est un signe de clairvoyance. On peut aussi avoir comme signe de voir souvent des étincelles, des orbes lumineuses ou des ombres dans notre vision périphérique, à gauche ou à droite. Ressentir une vibration ou une légère pression au niveau du troisième œil. Il peut y avoir aussi le fait d'avoir des flashs, des visions très spontanées, instantanées dans notre esprit, qui s'en vont ou qui restent. Ces flashs, en général, c'est des scènes assez figées, dans lesquelles il va y avoir des symboliques à analyser et à comprendre. Et dernier signe d'une clairvoyance, ça va être des visions très détaillées, avec des couleurs, des formes, des éléments précis. Et surtout, le truc important, c'est que ça va être facilement descriptible. On pourra très facilement restituer à quelqu'un qui le voit pas en même temps que nous ce qu'on voit. Et ça, la clairvoyance, elle est importante parce que elle est importante, elle est intéressante. Et moi, c'est une des sensibilités principales dans ce que je fais parce que on guide des visualisations et souvent ça passe par des symboliques, par des espaces de guérison qui s'ouvrent, par des visualisations en commun avec la personne que j'ai au téléphone ou en visio. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on voit les étapes se dérouler en même temps. Ça arrive très souvent que je dis là, il se passe ça, et que la personne me dit oui, effectivement, je vois ça, il y a telle couleur. Oui, effectivement, c'est cette couleur.
il y a tel ancêtre qui est là, oui, effectivement, je la vois, et en fait, on recoupe, et le soin, en fait, suit son cours comme ça, c'est hyper intéressant quand ça a lieu, ça, parce que les visions, elles se déroulent instant après instant, en simultané avec la personne avec qui je travaille, et du coup, ça permet de libérer plein de choses. Donc la deuxième sensibilité, c'est la clairsentience ou sensation claire. Donc ça, c'est plus le fait de ressentir les énergies au niveau sensoriel, capter les émotions d'autrui aussi, donc on appelle aussi ça empathie psychique, et en fait on se sent très connecté au niveau psychique, sensoriel, à la fois au passé, au présent et au futur. On a la capacité de pouvoir se connecter à ces trois sphères pour aider des personnes, ou même parfois, j'ai déjà vu des personnes qui ont ces facultés et qui reçoivent des infos simplement pour leur famille ou leurs enfants, hein, ça arrive très souvent. Donc des signes qu'on est clairsentient. Être très empathique. Par exemple, tu vas ressentir les émotions et les états d'esprit d'autrui de manière très spontanée. Être une personne hautement sensible. Ressentir l'énergie quand elle change dans une pièce. On peut se sentir aussi submergé quand on est dans une foule. Ressentir la présence des anges, des guides, des archanges, des maîtres ascensionnés ou de personnes chères qu'on aurait perdues, des personnes décédées par exemple. Et puis il y a aussi le fait de ressentir les événements avant qu'ils arrivent. Voilà, donc ça c'est clairsentient, le premier c'était clairvoyant. N'hésitez pas à me dire si vous vous reconnaissez dans certains signes et à partager votre expérience, c'est toujours hyper intéressant. Donc, maintenant on va passer à la troisième sorte de capacité psychique. Et c'est la claire connaissance ou connaissance claire. Donc ça, c'est avoir la capacité de recevoir comme un téléchargement d'informations immédiat, très spontané et impossible à obtenir autrement, de manière intuitive, claire et spontanée. La claire connaissance, elle va intervenir par exemple dans les messages de défunts, mais des fois il y a de la claire connaissance qui intervient dans l'écriture de livres. On retrouve énormément de livres qui ont été canalisés, qui sont passionnants et qui sont extrêmement guérisseurs parce que du coup c'est des mots et des phrases qui ont été chargés par parfois des guides, des sphères de lumière. Il y a aussi des livres qui sont reliés à la claire connaissance, par exemple de Meroy, par exemple, qui a écrit sur la vie de Jésus, entre autres, qui va se connecter à l'Akasha et qui canalise des connaissances aussi en visitant visuellement des espaces, mais aussi en ayant des messages. Donc la claire connaissance, voilà, il y a donc comme je disais les défunts, les livres, et puis il y a aussi parfois juste des messages de guide. Ça arrive d'avoir des messages de guide qui sont pas destinés à une personne, mais qui sont plus là pour nous éclairer sur ce qui va se passer dans les mois à venir. Par exemple, ça arrive souvent que je puisse avoir des messages, qu'on ait des messages sur pourquoi il se passe ceci ou cela dans la société, qu'est-ce que les gens sont en train d'apprendre, quelles sont les suites dans les leçons que doit apprendre l'humanité. Parfois, je partage ça sur mon blog d'ailleurs. Donc c'est vraiment, voilà, comme je disais, un téléchargement d'informations qui vient en un bloc, qui est très clair et qui vient éclairer des questions qu'on se pose, soit pour l'humanité, soit vraiment c'est des écrits qui sont transmis, des savoirs spirituels, des secrets de l'univers, voilà, donc c'est passionnant aussi. Donc les signes de la claire connaissance, c'est par exemple savoir quand quelqu'un est en train de mentir. Ça oui, c'est très pratique. Savoir certaines choses avec une grande certitude, une grande confiance, sans pouvoir expliquer pourquoi. Vous avez déjà dû avoir ça, dire à quelqu'un je sais que ça c'est une bonne idée ou je sais que ça c'est une très très mauvaise idée, mais pas pouvoir dire le pourquoi, mais c'est évident. Ça c'est arrivé à beaucoup de monde ici, je pense. Hein. Donc ça c'est une forme de claire connaissance, on sait, et on n'a pas besoin de dire pourquoi. Et on suit cet élan si on se fait assez confiance, mais en général on le suit parce que c'est très puissant. Un autre signe c'est qu'on puisse savoir ce que quelqu'un va dire avant qu'il le dise. Et aussi avoir une facilité à absorber et restituer et synthétiser des informations. Voilà, donc ça c'est la claire connaissance. Et la quatrième sphère psychique, c'est la claire audience ou audition claire. Donc là, dans mon déroulé, j'ai mis la claire audience, mais après c'est vrai que ce qui va compléter, c'est le goût et les odeurs. Mais c'est vrai que je trouve que ça rentre dans la claire sentience, parce que souvent quand on a la claire sentience, ça passe par nos 5 sens. Par contre,
C'est rare qu'il y ait quelqu'un qui ait uniquement les odeurs, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas capter un message qu'avec les odeurs. Ça va plus rentrer dans la clairsentience où il y a tous les sens. Par contre, c'est possible d'être uniquement clairaudient, c'est-à-dire bien-être et nutrition. Bonjour depuis la Martinique, bienvenue. Bienvenue, merci d'être là. Donc la clairaudience ou audition claire, capacité à entendre au-delà des fréquences sonores habituelles. Donc on va avoir un rapport à l'invisible basé plutôt sur des mots, sur des phrases, sur des sons. Ça peut même être des sons de la nature, entendre des rivières, entendre des chansons. Ça m'arrive souvent d'entendre des chants, que ce soit relié à des ancêtres. Enfin, il peut y avoir plein de sons différents qui vont venir enrichir les messages. Donc les signes qu'on est clairaudient. Donc effectivement, entrer en lien avec l'invisible plutôt sous la forme de son, c'est-à-dire que le premier contact, il va être plutôt comme ça. C'est pas exclu que derrière, il y ait des images, mais on va plutôt être dans une approche sonore. Il va y avoir aussi le fait d'entendre souvent une fréquence sonore ou un sifflement dans une de nos oreilles ou dans les deux. Ça peut être des acouphènes, mais c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on peut aussi avoir juste des acouphènes de manière médicale. Par contre, là, ce que j'évoque, c'est vraiment plus comme un sifflement, une vraie fréquence. Et ce qui arrive parfois aussi, c'est que cette fréquence, elle varie. Elle va être sur une fréquence, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte. Et, voilà, ça, c'est un des signes. Autre signe de la clairaudience, être sensible au bruit fort et le vivre quand même de manière assez inconfortable. Mal supporter les bruits forts. Apprécier le silence, c'est-à-dire que le silence va pouvoir te ressourcer. Ça, c'est un signe de clairaudience. Et puis, aussi la capacité à entendre au-delà de ce qu'une personne dit, au-delà de ce qu'elle dit, voire sentir son intention, son émotion, etc. Julie, moi, ça m'indique où je dois aller pour trouver une place de parking à chaque fois. Voilà, par exemple, ça, c'est une sensibilité, une intuition qui permet, c'est pratique, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, Julie, toi, ça passe du coup par vraiment une intuition comme la claire connaissance, c'est-à-dire tu as l'info dans ta tête que tu dois tourner à gauche ou à droite, ou est-ce que tu entends, ou est-ce que tu visualises où est-ce qu'il y a une place. N'hésite pas à partager, ça peut être intéressant. Donc voilà, on a évoqué les quatre: clairvoyance, clairsentience, clairconnaissance et clairaudience. Question, bien-être et nutrition. Comment peut-on développer ceci? Important. Donc ça, effectivement, on va en parler dans la suite du live hein, pour t'éclairer là-dessus. Déjà, la première chose les premières étapes quand on rentre dans la médiumnité, c'est commencer à apprendre à faire confiance à ce qu'on perçoit. Donc ça va dépendre comment on commence. Si on commence avec des messages de défunts et qu'on a la possibilité de les transmettre, on va très facilement vérifier si les détails sont vrais. C'est ce que je vois en séance, je transmets ce qui vient, la personne confirme, on continue. Il n'y a pas de doute à avoir. Après, si c'est plus des intuitions fortes, des connaissances qui descendent, des choses comme ça, et qu'on n'a pas confiance, moi ce que je conseille, c'est de les noter, de noter la date, de les relire plus tard, de voir comment ça circule dans le cœur, et de se dire petit à petit, ces choses-là, en fait, je pourrais pas les inventer, je suis pas censée les connaître, mais elles sont là. Alors pourquoi ne pas y faire confiance? Surtout que souvent, c'est des choses assez précises, et que plus on va se dire, je fais confiance, je note ce qu'il y a, sans coller d'étiquette vrai ou faux, juste je m'attelle à garder ces messages et à voir où ça me mène, en plus en me disant que c'est peut-être une manière de m'aider à ouvrir ce canal que j'ai, et vraiment être dans le lâcher-prise. Voire même, moi je dis se faire confiance, mais peut-être même de manière ultime, ni se faire confiance, ni pas se faire confiance, juste faire le truc et se laisser guider. Ça, c'est super important. Aussi, un truc pour développer la médiumnité, c'est commencer par quelque chose, une chose à laquelle on est déjà sensible. Par exemple, on peut être sensible aux animaux, donc des personnes qui vont facilement communiquer avec les animaux. On peut avoir une connexion innée avec les enfants, avec les défunts, avec les anges depuis toujours. Ça, c'est un signe que peut-être on peut commencer notre chemin d'ouverture à la médiumnité avec ces sphères-là. Il peut y avoir aussi les lieux. C'est vrai que parfois je fais des purifications de lieux sur photo, à distance. Ça m'arrive aussi de vouloir louer un lieu pour partir en vacances ou autre. Et sur photo, je sais si c'est habité ou pas. Et il y a plein de personnes comme ça qui savent dire si ce lieu, il leur parle ou non,
s'il y a des défunts dedans, s'il y a des énergies stagnantes à libérer. Donc des fois, notre premier rapport à la médiumnité, il peut être aussi une sensibilité à des espaces, même des espaces naturels hein, d'ailleurs. Il y a des personnes qui savent aller sur un lieu, une maison, un terrain, un espace naturel et savoir ce qui s'est passé sur ces lieux. Et on voit ça parfois, c'est très intéressant sur des lieux un peu sacrés, par exemple en Bretagne, des lieux où il y a des menhirs, des fontaines sacrées ou autres, et qui sont capables de se connecter au lieu pour fouiller dans sa mémoire. C'est un peu de l'akasha en fait, mais relié à un lieu. Et pouvoir dire, pouvoir visualiser en fait des choses qui se sont passées sur les lieux. Et donc, c'est se dire quelle est ma sensibilité innée, et se dire, c'est peut-être pas pour rien que j'ai cette sensibilité avec particulièrement déjà ça, et peut-être que commencer par me connecter à l'énergie des animaux, si ça me parle déjà depuis toujours et que j'ai toujours senti une connexion, peut-être ça va déjà me permettre une porte d'entrée facile. Hein, donc voilà, ça c'est un premier conseil. Et puis comme je disais tout à l'heure, donc on a évoqué les 4 sphères médiumniques, les 4 sphères psychiques, et en fait souvent elles vont finir par se recouper. C'est-à-dire qu'on va commencer par être clairvoyant par exemple, et puis plus on va développer ça, plus tout d'un coup vont se rajouter des odeurs. Donc ça, c'est un autre sens. En même temps qu'on voit les images, on va entendre les sons. Tout d'un coup, il y a la clairaudience. Et puis tout d'un coup, certains messages de défunts, ça va être tout en même temps. On va avoir des sons, des sensations du corps et une image en même temps qui vont toutes les trois recouper la même information. Et ça, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, la clairsentience, tout à l'heure, je parlais de confiance. C'est un des biais par lesquels on peut le plus facilement avoir confiance parce qu'en fait, quand on sent une sensation très forte sur notre épaule, qu'on a une odeur qui vient, qui n'a rien à voir avec l'espace dans lequel on est, par exemple du tabac, des fleurs, un parfum précis, c'est pas que c'est palpable, mais c'est très concret. Donc là, déjà, on peut on peut se dire qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors que peut-être la claire connaissance, elle va demander un travail de clarté d'esprit, de méditation, de concentration plus poussé. Mais la clairsentience, déjà, elle donne des indices. C'est vrai que, par exemple, il y a 10 ans, quand les messages de défunts ont commencé, moi, ce que ça créait dans mon corps, c'est moins le cas maintenant, mais euh, j'étais figée physiquement. Je pouvais plus bouger. Et ça, c'était pour moi l'indice qu'il y avait une présence, et après, effectivement, ça se vérifiait. Maintenant, c'est plus fluide, c'est-à-dire que je peux marcher et bouger normalement parce que ça se fait plus naturellement. Mais au tout début, le signe, c'était vraiment d'être figé et de vouloir bouger, mais de pas pouvoir bouger. Et ça pouvait durer des heures, le temps que tout le message soit transmis et écrit, et c'était OK. Mais ça peut aussi passer par le corps, hein, par des sensations très concrètes, comme ça. Donc si vous vous reconnaissez dans des sensations précises du corps qui vous indiquent parfois des, euh, des présences ou des messages médiumniques, n'hésitez pas à partager, c'est hyper intéressant. Hein. Maxime, tu as des exercices pour pouvoir développer la médiumnité ou ça peut se faire en séance avec toi? Alors, effectivement, il existe des exercices, hein. Il existe des prières qu'on peut réciter avec un cristal de roche sur le troisième œil. Il peut y avoir un travail de méditation pour apprendre à concentrer son esprit uniquement sur un objet. Mais c'est vrai que là, par exemple, si je partageais un exercice, pour moi, il conviendrait pas à toutes les personnes qui sont en train de regarder ce live. C'est pour ça que en séance, c'est vrai qu'on peut travailler de manière personnalisée en fonction de la sensibilité déjà ouverte de la personne. On peut aussi répondre à des questions précises si jamais elle a des peurs. On peut aussi aller voir dans l'akasha, ça arrive souvent dans les vies antérieures, voir s'il y a des conditions favorables pour ouvrir ça. Souvent, il y a des réactivations de pouvoir médiumnique par le biais de vie antérieure. C'est arrivé déjà plusieurs fois là ces 2 dernières semaines. Parfois, il y a aussi des réactivations de pouvoir médiumnique à la fin de soins transgénérationnels. J'ai eu ça 2 ou 3 fois là ces 2 dernières semaines aussi, parce que ces dons médiumniques venaient d'ancêtres. Et du fait que la personne ait soigné sa lignée, notamment du côté des femmes, ces personnes ont reçu une transmission particulière à la fin de leurs soins, ce qui permettra dans la suite de leur chemin de connecter à ce don naturel qui n'était pas encore totalement compris et vécu. Donc c'est vrai qu'en séance,
bah, il y a aussi un aspect très personnel, c'est-à-dire où en est la personne, quelles sont les conditions favorables, les blocages, et aussi il y a l'aspect purement énergétique, parce qu'en séance, on travaille sur chaque chakra, et le troisième œil ne fait pas tout. On peut ouvrir son troisième œil, mais être fermé au niveau du cœur, bah, ça va rien donner non plus. Donc, la fluidité énergétique sur tous les plans, que ce soit bien dans le corps, chakra racine, chakra sacré, ou l'ouverture en haut, et comment ça vient parler dans le cœur, et comment on peut le restituer avec amour par notre parole, tout ça, ça passe par tous nos chakras. Donc le travail, il est global, transversal. Et quelque chose aussi que je veux rajouter, c'est que en séance aussi, on va travailler, quand on va être dans l'ouverture de conscience, on va travailler en haut, bien sûr, mais c'est pas qu'en haut que ça se passe, parce qu'on est un récepteur, et plus on va vouloir monter haut, plus on va devoir s'ancrer bas. Donc parfois, le travail d'ouverture à la médiumnité, il va donner lieu au fait de devoir aussi euh, guérir, ou en tout cas développer la partie très terrestre, des reprogrammations corporelles, apprendre à s'ancrer, et plus on va être ancré profondément, plus on va pouvoir monter haut, euh, des guérisons de traumatismes physiques, il peut y avoir plein de choses en fait dans la matière, et on va pouvoir être amené à guérir des choses très matérielles qui vont contribuer aussi au spirituel. Parce que le but ultime, c'est de réunir esprit-corps, c'est de réunir feu et eau, c'est de réunir masculin et féminin, c'est tout le travail qu'on fait. Donc voilà, c'est un travail vraiment très transversal, et je pense pas qu'un simple petit exercice suffise. Ou en tout cas, moi là, si je donnais un exercice, il serait pas le bon pour chaque personne qui regarde. Donc voilà, c'est ma façon de voir les choses, mais par contre, j'encourage n'importe qui tomberait sur un exercice qui lui parle, qui l'essaye et ça marche super bien, à le faire. Là, il n'y a aucun souci. Faut se sentir libre de suivre ce qui nous parle à l'intérieur. Bien-être et nutrition. Moi, je sens parfois une odeur de menthe que personne ne sent. Ah, intéressant. Et ça peut être intéressant de voir à qui tu pourrais la relier, parce que si tu la sens toi individuellement, faut voir si c'est pas relié à un guide familial, un ancêtre, quelque chose comme ça. Si ça passe par toi et que ça vient souvent, ça peut être quelqu'un qui te fait un signe, ou ouais, à creuser, hein. C'est une odeur assez classique, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait toujours des bonbons à la menthe dans sa poche? À voir. Noémie. Lorsque je ressens dans mon dos un frottement, c'est que j'ai un passage d'âme animal à faire. Ah oui, intéressant. Ah ça, c'est super, Noémie. Et du coup, j'imagine que c'est un frottement à un endroit précis. Parce que aussi quelque chose que j'ai vu en séance, c'est que je partage ça parce que ça n'a pas forcément à voir avec la médiumnité, mais j'ai déjà vu des personnes qui avaient un défunt euh, coincé dans leur aura, et ça se manifestait par un nœud entre les deux omoplates, derrière le chakra du cœur. Et ça, je le transmets parce que c'est des douleurs qui sont assez fréquentes chez les personnes. Et souvent, elles savent pas trop pourquoi elles ont ça et tout. Si quelqu'un tombe sur cette vidéo et se rend compte qu'il a cette douleur, qu'il n'hésite pas à voir s'il n'y a pas un nettoyage de cet ordre-là, nettoyer son aura, voir s'il n'y a pas une présence qui a besoin de s'en aller, un passage d'âme à faire. Voilà, je donne cette piste parce qu'on ne sait jamais si ça peut aider quelqu'un. Alors, Julie. Lors du décès de mon grand-père, j'avais une musique que je ne connaissais pas, que je chantonnais. Lorsque j'en ai parlé, c'était sa chanson préférée, et c'était le moment où ma famille cherchait une musique pour obsèques. Ah. C'est intéressant ce que tu partages, Julie, parce qu'en plus, j'ai remarqué ça plusieurs fois. Quand une personne vient de décéder, elle est extrêmement présente. Entre le moment de son décès et les obsèques, c'est hallucinant les choses qui se passent. Souvent, il y a des problèmes électriques dans les maisons. J'ai déjà vu, quand il y a eu un décès dans ma belle famille, la moitié de la maison dans laquelle il n'y a plus d'électricité. Quelqu'un qui décède et la lumière s'éteint et s'allume 3 fois dans la chambre d'hôpital voisine et dans sa famille, alors que lui, il est à un endroit précis. Souvent, il y a des signes incroyables, donc ça m'étonne vraiment pas ce que tu partages. Ils sont souvent très présents justement avant ce moment des obsèques, ou après, c'est pas qu'ils montent parce que c'est trop schématique et ça se passe pas dans l'espace, mais c'est souvent des moments où il se passe des
des hasards qui n'en sont pas, qui sont vraiment marquants. Et c'est très fréquent dans les familles, hein. Peut-être que vous avez d'autres exemples, mais... Noémie, pour ma part, ça part immédiatement après le passage. Bah super, voilà, c'est le signe en fait que cet animal, il te fait signe et puis t'as fait le bon boulot, donc il s'en va, donc c'est génial. Elodie, ça me fait pareil quand j'ai une âme qui s'accroche pour que je la fasse passer, pour moi c'est une gêne. Ah oui. Donc ça te fait ça dans le dos, toi Elodie aussi? Mais c'est sûr que c'est une gêne parce que tout d'un coup on a une sensation qui est inhabituelle en fait, que ce soit en termes d'énergie ou physiquement d'ailleurs. Et puis quelque chose que je veux dire aussi, c'est que pour les personnes qui font des contacts défunts, et tout à l'heure on parlera de protection, euh, soyez attentifs à jamais laisser un défunt vous incorporer. Quand je dis incorporer, c'est que vous aurez la sensation que le défunt il essaye de rentrer en vous. Faut pas prendre peur, hein, mais qui veut essayer en fait de vous faire sentir soit des choses qu'il a senties de son vivant, soit qui veut sentir à nouveau. Il y en a certains, ils veulent un peu sentir à nouveau ce que ça fait d'avoir un corps, etc. Donc juste poser ses limites, intérieurement dire non, je garde mon individualité énergétique et puis toi la tienne. De toute façon, on parlera de protection et surtout ça met personne en danger, ça, hein, mais faire attention à ces sensations-là et bien ne pas entrer dans un jeu où on fusionne avec le défunt, mais on est juste dans un dialogue. Hein. Maxime, c'est de l'énergie qui passe, on peut dire, puisque c'est juste l'énergie subtile de la personne qui se rend présente sur notre plan à nous. Oui, voilà, effectivement, c'est la personne qui vient nous rendre visite, elle adapte sa vibration à notre monde pour rentrer en contact avec nous. Et c'est pour ça que pour développer la médiumnité, on parle toujours de mouvement vers le haut. En fait, c'est parce que plus on est haut en vibration, plus on est proche d'autres types de mondes. Donc par exemple, je prends l'exemple des guides pour être plus précise. On dit souvent que pour faire de la communication avec ces guides, plus on va s'élever spirituellement, être léger, avoir guéri des choses, travailler sur nous, plus notre vibration va être haute, notre taux vibratoire. Et donc, il faut imaginer que par exemple les guides, ils sont à l'étage 16 et nous on est à l'étage 2. Bah, plus on va guérir, plus on va monter. Et du coup, ça sera de plus en plus facile, par exemple si on se retrouve à l'étage 14, pour eux de venir nous parler. S'ils doivent à chaque fois passer de l'étage 16 à l'étage 2, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Donc c'est aussi ça l'intérêt de ce travail d'élévation, hein, si on donne une image. Julie. Alors, Elodie, oui, entre les omoplates, bah effectivement, c'est là que ça s'accroche. Bon bah. Julie. Lorsque je suis entrée dans sa chambre après son décès, j'ai eu cette impression d'entrer dans une pièce blindée de monde et d'être dévisagée, très flippant. Et bah ce que tu partages, c'est exactement ça, Julie. Parfois, il y a des espaces qui ont été très familiers des personnes décédées et ils continuent, alors c'est une part de leur énergie subtile, hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont bloqués là, mais ils continuent un peu à vivre dans ces pièces. Et ça, j'ai déjà vu ça en vrai. Et souvent, ça devient des pièces dans lesquelles on rentre plus, dans lesquelles on se réunit plus en famille, et dans lesquelles carrément parfois on n'ouvre plus les volets. Et ça, c'est un signe que la pièce, elle est occupée. Et souvent, il y a beaucoup de monde, effectivement. Maxime. Mais ça demande quand même beaucoup d'efforts pour les défunts de venir à nouveau vers les plans terrestres. Mieux vaut les laisser monter vraiment dans leur plan, ça leur apporte de la paix. Oui, effectivement, il s'agit pas de les solliciter, il s'agit de les accueillir s'ils se présentent d'eux-mêmes. C'est exactement ça. Julie, c'était en chambre d'hôpital. Ok, donc là, c'était pas une chambre de maison. Donc en chambre d'hôpital, bah, les chambres d'hôpital, c'est très particulier, hein. J'avais une proche qui avait été dans le coma qui m'avait partagé ça, c'est que pendant son coma, elle voyait énormément de gens qui traversaient l'espace de l'hôpital et qui cherchaient leur chemin, qui lui demandaient où elle devait aller. Et c'est vrai que ces espaces hospitaliers où beaucoup de monde passe, où beaucoup d'énergie se mélange et où beaucoup de personnes décèdent, bah, c'est des lieux qui sont très très chargés, effectivement. Et c'était ses proches. Ok. Alors, voilà, donc on a parlé de la sensibilité innée, voilà. Le fait que donc ça puisse combiner plusieurs sens, hein. Il y a plusieurs personnes qui ont réagi tout à l'heure. On peut être clairvoyant, clairsentient, clairaudient, clairconnaissant, tout en même temps. Il n'y a pas de limite, hein, tant que ça vient naturellement et qu'on est à l'aise avec ça et que ça vient enrichir notre vie ou ce qu'on peut transmettre aux autres, c'est génial. Donc tout à l'heure, il y a une personne qui me demandait des conseils pour développer ça. Donc j'ai parlé du fait de voilà, faire ça de manière personnalisée
en séance ou avec des personnes avec qui ça vous parle d'apprendre ça. Il y a aussi quelque chose de très spirituel, c'est-à-dire que même si quelqu'un vous guide à apprendre ça, il faut que ça vous corresponde. Il n'y a pas un chemin, une manière de faire, une méthode, ça n'a rien de théorique, cette ouverture. Après, des conseils que je peux donner, c'est beaucoup la méditation, parce que la méditation, ça va amener énormément de clarté d'esprit et ça va vous apprendre à vous concentrer de manière prolongée sur quelque chose de précis. Et ça, c'est hyper important dans les canalisations de messages et dans les séances médiumniques, ou en tout cas, peu importe l'usage que vous en faites, mais il y a besoin d'apprendre à se concentrer indépendamment du mental. Et la méditation, c'est génial pour ça. Après, si vous êtes très clairsentient, donc connecté aux cinq sens et au corps, ça peut être des pratiques aussi physiques en complément qui font circuler les énergies. Donc un travail d'énergie des mains. Je conseille les fiches de Serge Boutboul sur ce sujet. Il a un coffret pour développer les énergies subtiles. Il a aussi plusieurs livres. Vous avez des exercices pour travailler l'énergie par les mains. Mais vous avez aussi simplement le Qigong, ou des choses comme ça qui font que le corps s'unit aux énergies subtiles et que ça circule de manière fluide et harmonieuse. Et faire ça quotidiennement, hyper intéressant. Et puis, quoi qu'il arrive, ne pas chercher, laisser venir et être dans une posture d'accueil et pas de demande. Parce que c'est un petit peu comme les signes, des fois, quand on commence à se connecter à ses guides ou en tout cas à la conscience qu'on peut être guidé, on va chercher les signes, on va regarder partout pour voir s'il y a le chiffre 8 et tout ça. Et en fait, ça devient un peu... c'est plus naturel, c'est plus une intuition, un truc qui vient du cœur, qui est instantané, qui est comme un éclair, spontané qui vient comme ça. Donc il faut laisser venir. Et plus on va être comme ça, plus on va être dans la demande, en fait, moins ça va venir. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une période où j'étais dans la demande des messages, etc. En fait, c'est là où c'est le plus fermé parce que on laisse pas les choses se faire. Et c'est pareil dans la vie humaine, hein. Plus on essaie, on est dans la demande, on veut combattre ou on veut demander, se sentir dans une posture de mendiant, entre guillemets, ben moins ça vient naturellement parce qu'on essaie de forcer les choses. Donc ça peut être bien. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Oui, donc au début de la séance, comme je vous expliquais, la médiumnité, elle peut prendre plein de formes parce que ici, il y a des personnes qui peut-être s'intéressent à la médiumnité, mais n'ont pas encore ressenti une ouverture, mais qui ont peut-être une très bonne intuition. Bah, ça, c'est une forme déjà d'ouverture. L'idée, c'est de suivre ses intuitions, voir comment elles se manifestent. Est-ce que parfois vous avez des intuitions pour d'autres personnes? Est-ce que vous leur transmettez? Est-ce que ça les aide? Voilà, se poser ces questions-là, comment ça bénéficie. Et puis après, pour les personnes qui sont thérapeutes ou qui ont des pratiques particulières, bah c'est vrai que la médiumnité, ça peut alimenter le fait de travailler sur le transgénérationnel, sur l'akashique, d'avoir des rêves lucides, d'être guidé au quotidien dans ses méditations, de pouvoir prendre des décisions de vie en ayant une sorte de voix intérieure très claire qui permet qu'on rentre pas trop dans le mental. Donc ça, c'est génial. Et puis, un sujet qui est intéressant aussi, c'est parfois une question qui revient, comment différencier l'intuition du mental? Bah en fait, c'est assez simple, c'est que l'intuition, elle est spontanée, elle est instantanée. On n'a pas le temps de la questionner ou de chercher si c'est vrai ou pas. En fait, l'intuition, elle tombe. Et souvent, qu'est-ce que c'est le mental? C'est le petit bonhomme qui vient après et qui se met à commenter. Non, mais peut-être ceci, cela. Ah non, tu ne penses pas qu'il faudrait avoir peur de ça? Ah, mais la dernière fois, ça, t'as essayé de faire ça, ça s'est mal passé. Est-ce que t'es sûr? Bon, il essaie de dire cette intuition. Oh, je suis pas sûre, est-ce que t'es sûr? En fait, c'est la part, le mental, c'est la part qui va vouloir remettre en question, analyser, s'approprier le truc. Le mental aussi, il est pas méchant, mais il va vouloir enfermer cette intuition dans une case. Est-ce que cette intuition, c'est quelque chose qu'on connaît déjà et qu'on peut classer? Si on peut pas le classer, non, danger, danger, danger. Alors que l'intuition, elle arrive d'un coup, on n'a pas le temps de commenter, et souvent c'est hyper évident et très joyeux, donc la différence fondamentale, elle serait là. Alors, qui utilise la médiumnité? Donc, on a évoqué, par exemple, les guérisseurs, j'en ai parlé au début, pourquoi on utilise la médiumnité. J'ai évoqué aussi les personnes qui font la communication animale,
C'est arrivé plein de fois hein, qu'il y ait des messages pour savoir pourquoi un animal était malade, qu'est-ce qu'il ressentait, pouvoir retrouver, relocaliser un animal aussi, il y a déjà eu ça. Et puis parfois, il y a des personnes qui ont besoin de communiquer avec un animal qui est décédé parce que, comme un proche décédé, c'est quelque chose qui leur permet d'avancer, donc c'est totalement ok. Hein. Donc voilà, il y a les gens qui travaillent en communication animale, il y a les personnes donc, qui font messages défunts, il y a des personnes spécialisées là-dedans d'ailleurs. Moi, les messages défunts, ils viennent pour les personnes qui sont justement dans un processus de deuil. C'est pas systématique, c'est vraiment si la personne en a besoin. Donc ça, c'est super parce que ça fait toujours énormément de bien. Il y a les passeurs d'âme aussi, je sais qu'il y en a ici que je connais. Les passeurs d'âme qui, eux, vont avoir un rôle souvent de... Alors pas forcément... passeur d'âme, c'est pas forcément accompagner la mort de ses proches, ça peut arriver, mais c'est en fait parfois avoir la sensation qu'un défunt est là, parfois même plusieurs, voire beaucoup. Certains vont avoir besoin de parler, et certains vont juste avoir besoin de l'énergie subtile de la personne qui est très lumineuse et dont c'est en partie la mission d'être passeur d'âme, pour quitter le plan terrestre et retourner dans le plan de l'unité. Donc les passeurs d'âme, voilà, il y en a même plein, j'en connais plein qui font ça, c'est pas leur métier, mais ça fait partie pas de leur quotidien, mais de leur vie, qui font ça de temps en temps. Puis après, il y a le channeling, vous avez déjà dû entendre ce mot-là, c'est plus des messages canalisés depuis des sphères spirituelles, de maîtres ascensionnés, de guides spirituels, de guides de lumière, d'archanges parfois. Vous avez déjà dû voir des vidéos peut-être sur YouTube où des personnes canalisent l'énergie de Jésus, de Marie, de certains rayons lumineux qu'on appelle aussi Chohan, et voilà, qui transmettent des messages beaucoup plus dédiés à aider l'humanité et à permettre à l'humanité de comprendre où elle en est, vers quoi elle va, avoir des conseils, être soutenue dans certains moments collectivement difficiles. Donc ça, c'est plus du channeling. Et puis le channeling, ça peut être aussi ce qui se passe parfois en séance, des messages des guides des personnes transmis en direct pour les aider. Sachant que les messages de guide, contrairement à ce qu'on pense, ou qu'on peut penser, hein, c'est pas de la voyance, c'est pas pour dire voilà ce que tu dois faire, parce que les âmes que vous êtes, ont leur chemin à faire, et les guides sont jamais là pour dire qu'est-ce qu'on doit faire, ils sont plus là pour nous donner des clés, pour comprendre avec sagesse quelle direction on peut prendre. Parfois c'est vrai qu'ils peuvent dire ce qui serait le plus bénéfique, mais ils seront jamais là pour dire voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire. Au contraire, le chemin humain, c'est aussi un chemin d'autonomie, de pouvoir se reconnecter à son cœur. Et souvent, les messages des guides, ils ont la faculté, en fait, de confirmer des intuitions que la personne avait déjà. Au contraire, d'amener un peu de clarté dans des moments de flou où il y a trop de directions et où on ne sait plus où on en est, mais c'est toujours dédié à nous ramener à notre cœur, là où il y a déjà toutes les réponses. Donc ça, c'est souvent des très, très beaux messages. Aussi, pour développer la médiumnité, quelque chose que je conseille, c'est d'éviter tous les préjugés sur ça. Parce que parfois, ça peut créer des peurs très profondes. Hein. Les personnes qui pensent que la médiumnité, c'est voir un fantôme dans sa salle de bain, être projeté contre un mur, truc de film d'horreur, quoi. Bah, bien sûr qu'en elles vont pas avoir l'envie de s'ouvrir à ça. Ça paraît logique. C'est-à-dire que ce canal médiumnique, il s'ouvre pas malgré nous. Il s'ouvre quand c'est cohérent avec notre chemin que ça s'ouvre, et aussi ça s'ouvre quand on est prêt et on en a envie, pas quand on en a peur. Donc déconstruire un petit peu tout ça. Au contraire, en plus, dans les contacts médiumniques, il y a souvent des messages très lumineux, des messages d'amour, que des messages positifs, des trucs universels, des messages d'amour pour des proches, des messages d'amour sur le sens de la vie. Donc c'est loin d'être ce truc de film d'horreur, quoi. Julie. C'est très bizarre, chaque fois je sens lorsque la fin est proche, et généralement le décès survient quelques heures après ma venue. Je me demande si je ne suis pas un chat noir. Non Julie, t'es pas un chat noir, je pense que c'est surtout la faculté de sentir quand le monde des vivants et des morts va se toucher un instant. Et t'as peut-être aussi la faculté de faire des passages d'âme, et c'est pour ça que tu le sens. Si t'as l'info de toi et pas forcément ton voisin, c'est parce que ça doit être, mais c'est pas ta présence ou toi
qui peut avoir un impact sur le chemin de vie et le moment du décès de quelqu'un, parce que ça c'est écrit. Donc je pense qu'au contraire, ta venue, peut-être qu'elle apporte une bonne énergie et de la lumière à un moment où il y en a besoin, hein, donc c'est génial, hein, mais t'es pas un chat noir, non. Euh, Aussi, quelque chose que je voulais transmettre, alors que je revienne dans ma pensée, euh, non, ça va me revenir. Ce que je voulais dire aussi, c'est que il faut aussi faire attention à ceux dont on se nourrit. Au même titre qu'on va pas cultiver des préjugés basés sur les films d'horreur, et ben aussi veiller sur ces sujets-là à lire des choses fiables qui nous parlent, inspirantes, regarder des choses et se dire est-ce que ça m'inspire, est-ce que c'est léger ou est-ce que ça a l'air un petit peu cliché ou en tout cas pas lumineux. Éviter de se construire une image trop fermée avant d'expérimenter. Parce que la médiumnité, c'est avant tout une expérience, c'est un sens qui se développe, qui se rajoute à nos autres sens. Donc c'est vrai que ça va pas se construire dans l'imaginaire, le mental, dans des idées préconçues, ça va être de l'ordre du sensoriel, de comment moi je vis la médiumnité. Et la médiumnité de chacun est différente pour chacun parce qu'il y a des empreintes de vie antérieures pour chacun, il y a des sens plus ou moins développés, il y a aussi les blessures qu'on a pu avoir dans notre parcours qui peuvent conditionner une sensibilité particulière et du coup transformer une blessure en force. Donc c'est trop individuel pour se baser sur des choses qu'on voit ou qu'on lit. Mais en tout cas, si on regarde ou on lit des choses, veillez à ce que ça nous nourrit, ça nous inspire, ça nous encourage à nous ouvrir à quelque chose qui nous fait comprendre voilà, les lois de l'univers. Donc c'est merveilleux, quoi. Et puis, comme je disais, une fois que vous êtes connecté à des savoirs sur ces sujets-là, mettre en perspective, voir ce qui vous touche vraiment dans le cœur. Euh, et se laisser inspirer. Parce que même parfois, quand on reçoit des messages médiumniques, ça peut arriver que quand on reçoit une info en soin, ben, on se dit ah bon, je m'attendais pas à ça, bon on verra, et qu'effectivement plusieurs mois après ça parle. Mais pourquoi ça parle? C'est parce qu'à un moment donné, quand vous recevez le premier message, ben vous êtes une certaine personne, mais au moment où ce qui est prédit ou en tout cas annoncé a lieu, bah c'est aligné avec qui vous êtes devenu. Et du coup ça paraît très juste. Donc laissez le temps faire. Et puis parfois aussi, alors ça j'ai déjà vu ça et je voulais en parler, des personnes qui disent moi j'ai vu un médium et il m'a dit que j'aurais une vie amoureuse horrible, j'aurais jamais quelqu'un. Alors, c'est important de comprendre que dans le domaine de la voyance, des prédictions très précises, ce qui est dit est donné à un moment précis. Donc, par exemple, si vous consultez un médium ou un voyant le 2 mai, et qui vous dit ça sur votre vie amoureuse, si derrière vous travaillez sur vos héritages transgénérationnels sur le plan amoureux et que vous avez une grande leçon de sagesse qui s'intègre en vous, si vous le reconsultez, ça aura bougé. Parce que quand on s'incarne, on a 5 chemins différents. Ce qu'on apprend au bout est identique, mais les trajets pour y arriver peuvent changer. Donc en guérissant et en travaillant sur soi, on peut passer du chemin 2, qui est le menu B, bon, un peu dur et pas le plus facile. On peut passer au chemin 4, qui est beaucoup plus sympa, rempli d'amour, et où on apprend la même chose au bout. Donc il ne faut pas rester figé sur certaines prédictions, il faut se dire que ça se transforme, et que notre chemin, il peut parfois se redessiner. Bien sûr, les gros apprentissages, les gros événements de notre vie, ils sont prévus et on les choisit avant de venir, mais la manière dont les choses se font ou se défont, ça peut se redessiner en fonction de qui on devient sur le chemin. C'est bien pour ça que qu'on dit que ce qui est important, c'est qui on devient entre le point A et le point B. Le point B en soi, ça va être sympa d'y arriver, d'atteindre notre objectif, de réussir ce qu'on a projeté de réussir. Mais qui on devient en tant qu'être humain et en tant qu'esprit sur le chemin, c'est ça la vraie richesse qu'on peut en tirer. Donc ça, c'est hyper important. Aussi, la médiumnité, c'est quelque chose qu'on peut aussi choisir avant de s'incarner. Parce que je l'avais transmis dans le live sur la mission de vie, avant de s'incarner, on choisit des agrégats. On choisit notre environnement, le type de parents qu'on aura, la classe sociale à laquelle on va appartenir, le pays dans lequel on vit, qui seront nos enfants, notre mari, qui va nous faire souffrir, qui va nous aimer, enfin tout en fait. Hein, on construit notre petit monde de Sims, quoi. Et puis, si dans nos facultés, eh ben, on a besoin d'être très aimant, très généreux, très colérique, médium, très manuel,
avoir des rêves prémonitoires. Tout ça aussi, on l'a choisi comme des petites options en plus. Donc, il faut pas s'inquiéter, il faut se dire, si ça s'ouvre, c'est que sur mon chemin, ça a un sens. Et puis, si c'est pas forcément le truc auquel je suis connectée, bah non seulement probablement la personne tombera pas sur ce live, mais en plus, ça lui posera pas problème de pas être médium parce que juste elle sait en elle que ça n'a rien à voir avec le chemin qu'elle est venue faire pour cette incarnation. Bien-être et nutrition. Avez-vous un programme sur le transgénérationnel? Alors, je sais pas ce que tu entends par programme, mais pour te répondre, j'ai le soin AMA, que tu trouveras sur mon site, qui permet de travailler sur le transgénérationnel, où on va libérer tout l'arbre, côté maternel et paternel, avec un protocole très précis et surtout un aspect très sensible, des visualisations, parfois des textes qui sont récités, et puis l'aspect énergétique pour te libérer toi dans ta mémoire cellulaire. Et puis après, j'ai aussi publié sur YouTube un live sur ce sujet, si jamais tu souhaites t'y connecter, et un article de blog aussi complet, plusieurs, même je crois qu'il y en a 2, sur le transgénérationnel. Donc voilà, n'hésite pas à regarder tout ça. Donc mon site c'est sophia-ama.com, tu pourras trouver le logo pour accéder à mon YouTube, et tu pourras trouver aussi les articles facilement. Hein. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Qu'est-ce que je disais? Oui, maintenant je voudrais vous parler de la protection. Quand je dis protection, c'est pas pour dire qu'il y a danger, c'est pour dire que on fait bien les choses. Un peu comme en soins énergétiques, il y a un protocole avant, un protocole après, qui permet que tout le monde soit bien, qui permet que ça soit fait avec justesse, que les mondes qui agissent soient tous bien connectés, qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait les guides de la personne. C'est normal, on prépare le truc, quoi. Il y a plein de moments dans notre vie où on prépare les choses. Avant d'avoir un contact médiumnique ou défunt, on peut envisager d'avoir un moment où on se pose et on crée un espace sacré autour de soi, un cercle de lumière, on sait qu'on est protégé, on pose une intention, on peut prier aussi. Donc ça, c'est important. Et aussi se dire à quel canal je suis connectée. Ça, c'est un aparté parce que ressentez en vous, dans ces moments-là, si vous êtes connecté à quelque chose qui est fiable et qui vous inspire et qui vous met pas dans le doute, même subtilement, parce que c'est très rare, hein, mais sachez, un indicateur que les messages qui vont être basés sur la peur ou sur la menace, ou le chantage, ou des choses comme ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas connecté à un truc auquel vous devriez être connecté, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, des fois ça arrive des esprits comme ça qui peuvent s'immiscer pour essayer de nous manipuler ou transmettre des trucs. Sachez que peu importe la sphère autre, hein, défunt, archange guide ou autre, c'est toujours des messages lumineux et bienveillants. Dès que ça peut se jouer de vous ou vous faire croire qu'il y aurait une colère divine quelque part, ou quelque chose que vous devriez faire absolument, euh, et que si vous le faites pas, il y aura une menace et un danger, c'est que vous êtes connecté à un truc qui se joue de vous et vous pouvez fermer le canal, il n'y a aucun souci. Vous n'êtes pas en danger, mais il faut savoir faire la part des choses. Aussi, quelque chose que je voudrais dire, c'est si vous savez vous protéger, vous pouvez le faire. Mais si vous n'avez aucune notion des énergies et vous ne savez pas vous protéger, je déconseillerais de visiter des lieux qui sont énergétiquement morts. Genre des ruines ou faire de l'urbex ou visiter des maisons qui ont été mises à l'abandon, qui étaient des anciens hôpitaux psychiatriques ou d'anciens châteaux qui ont une ambiance un peu particulière. Parce que du coup, là-bas, on capte énormément d'énergie et après ça, il faut se nettoyer. Il faut savoir se nettoyer. Héloïse, tu affirmes qu'on choisit notre incarnation. Comment tu peux en être sûre? On peut douter, non? Oui, Héloïse, on a tout à fait le droit de douter. En fait, il faut faire confiance à son instinct. Moi, comment je l'affirme? C'est parce que c'est des savoirs qui m'ont été transmis par les guides, notamment à travers l'akasha. Tout le travail sur l'akasha, c'est de savoir quelle est notre mission de vie. Et ce qui ressort systématiquement dans les messages, pas forcément que les miens, mais aussi toutes les personnes que je connais qui canalisent la lumière, c'est que avant de s'incarner, on choisit nos parents, on choisit les apprentissages qu'on souhaite faire, on choisit qui on va rencontrer. On a des contrats d'âme avec les personnes qu'on rencontre pour savoir comment on va interagir et comment ces interactions vont nous permettre d'évoluer sur le pardon, sur l'amour, sur la conscience de soi, sur dans notre esprit tout simplement. Et puis
Voilà, donc on choisit notre incarnation, on choisit nos parents, on choisit énormément de choses, et à la fin de cette vie, on fait un bilan, et on voit si on a évolué autant qu'on voulait, et si c'est pas le cas, ben, on va pouvoir revenir pour apprendre de manière plus approfondie certains aspects de l'être humain, mais ça peut être aussi hors des sphères terrestres. Donc, moi, c'est ce que j'ai eu comme message, c'est aussi ce que j'ai pu vérifier dans les explorations akashiques, c'est aussi ce que j'ai pu vérifier à mon propre niveau, avec mes propres questionnements et explorations. Et donc, bah, je t'invite à toi-même, hein, t'es pas obligé de prendre ce savoir pour acquis, aller explorer comment ça te parle de te dire le chemin que j'ai actuellement, tout ce que j'ai appris sur mon chemin, en quoi ça a un sens, et dans quelle mesure, en tant qu'âme, j'ai pu choisir de venir là dans cette vie et expérimenter toutes ces expériences dans la matière, en connexion avec mes guides, à qui j'ai transmis mon chemin de vie et qui m'accompagnent du coup pour l'accomplir suite au fait que j'ai fait le vœu de, de réaliser ce chemin. Voilà, c'est à toi de sentir. Tout à fait, tu peux douter. Tu peux douter de tout parce que tout ce qu'on apprend sur notre chemin, ça se fait par l'expérience. Ça se fait pas parce qu'on nous le dit, ça se fait parce qu'on le vit, parce qu'on le ressent, parce que c'est une évidence en nous. Noémie, as-tu fait une formation pour les annales akashiques? Alors, j'ai pas fait de formation pour savoir accéder aux annales akashiques. Actuellement, je fais pour l'instant uniquement des séances pour que les personnes puissent se connecter à leurs annales akashiques et qu'on puisse répondre à leurs questions à travers leur vie antérieure. Ça viendra peut-être dans les années à venir. Je n'ai pas encore pensé à être dans une posture de formation, mais, si ça t'intéresse, on pourra en reparler, Noémie. Hein. Julie, il devrait y avoir une censure car j'ai fait des choix sacrément rudes. Oui, qu'en fait, quand on lit notre chemin de vie à la lumière de vraiment de l'humain, des fois on se dit mais qu'est-ce qui m'a pris hein, ça m'est arrivé. Hein. Mais une fois que le temps passe et qu'on voit ce qui a été appris et qui on est devenu à travers ce qu'on vit, ça prend un sens très très important. Il y a un livre qui peut vous intéresser sur ce sujet. Ça s'appelle Suis ton âme, elle connaît le chemin. Je l'avais posté dans mon fil Instagram, vous pourrez le retrouver. Mais vous comprendrez dans ce livre qui est incroyable qu'est-ce que la mission de vie. En fait, dedans, vous allez comprendre, en fait, c'est des défunts qui transmettent en canalisation la vie qu'ils ont vécue, souvent des vies extrêmement dures, et qui sont présentes avec leur guide et qui analysent leur chemin de vie et expliquent ce qu'elles en ont appris, et qui font un bilan et qui transmettent ce qu'elles ont appris de leur vie. Et ça va vous permettre de comprendre dans quelle mesure on choisit notre chemin, dans quelle mesure, du point de vue humain, on voit ça comme quelque chose de dur, mais comme du point de vue de l'âme, il y a presque une joie d'avoir eu la chance de vivre cette vie, d'apprendre et de pouvoir évoluer. Voilà, tout simplement. Donc ce livre, il peut peut-être vous permettre de mieux comprendre ce sujet, vous faire une idée, une expérience par vous-même, hein, c'est super. Aussi, quand on s'ouvre à la médiumnité, un truc qui peut vous aider, c'est de savoir remettre en question tous ces concepts. Les concepts sur la vie après la mort, les concepts sur les lois universelles, les concepts sur l'humain, les frontières, les guides, les archanges. Partir presque comme un enfant qui apprendrait tout. Parce que ça va vous permettre du coup de ne pas avoir de barrière mentale qui vous empêche d'explorer tout ça et de recevoir certains savoirs. Et juste se dire, bah oui, en fait, je sais pas tout, parce qu'avec ma conscience humaine, j'ai accès à une infime part de la vérité. Et je vais me laisser... je vais accepter parfois de remettre en question ce que je pensais être juste ou ce que je pensais être figé. Et là, c'est souvent passionnant et surtout d'une cohérence qui est incroyable. Voilà, et globalement, en fait, ce qu'on appelle la médiumnité, ça s'affine avec les années. Plus on va l'utiliser souvent, plus on va commencer à développer un rapport à la vie très intuitif, très guidé par le cœur, très instantané. Plus ça va se faire tout seul, c'est un peu comme un muscle, hein. C'est comme les personnes qui travaillent beaucoup avec leur cerveau, elles ont une mémoire incroyable. Les personnes qui musclent beaucoup leurs bras, elles ont des muscles incroyables. Et les personnes qui travaillent avec leur médiumnité
tous les jours, elles ont une fluidité, une clarté d'esprit incroyable. Donc c'est un muscle et il faut pas se dire j'y arrive pas. En fait, chaque fois qu'on fait un exercice, chaque fois qu'on transmet des messages, chaque fois qu'on écrit des messages, chaque fois qu'on fait un rêve lucide, qu'on se connecte à ça, qu'on cherche les symboliques, qu'on comprend les lois de l'univers, on avance un petit peu. Et en fait, il n'y a rien à atteindre en finalité. On cherche pas à être un médium de haut niveau. On cherche à pouvoir intégrer cette sensibilité et surtout des nouvelles sphères de l'univers à notre vie. Et si sur notre chemin, ça, c'est un besoin et ça a du sens qu'on soit en connexion avec nos guides ou qu'on soit en connexion avec la sphère des défunts, bah ça se fera et c'est juste quoi. Mais il n'y a rien à atteindre, il n'y a pas de perfection à atteindre, c'est plus une joie, une façon d'être au monde qui est très douce, très intuitive, très spontanée et extrêmement riche et qui permet de faire plein de belles choses. Donc c'est que de la joie, c'est pas quelque chose qui doit être lourd et basé sur la pression ou le besoin d'atteindre un objectif parce qu'il n'y a rien à atteindre, il y a juste un rapport au monde nouveau à explorer. Voilà. Euh, alors j'avais reçu des questions, hein. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster juste en dessous. J'avais reçu une première question qui était: penses-tu que tout le monde a ce pouvoir? En fait, comme je disais, pour certaines personnes, ça a été choisi pour leur mission de vie, donc elles vont l'avoir. C'est pas vraiment un pouvoir, mais c'est une faculté, ou en tout cas euh, quelque chose qui peut se développer si on en a à la fois l'envie, si ça se présente sur notre chemin et si ça a du sens par rapport à qui on est. Et tout le monde dans l'absolu pourrait, mais il y a des personnes, par exemple, qui, avant de s'incarner, vont choisir pour agrégat un certain handicap, par exemple, pour apprendre une vision et une manière de vivre l'amour et le fait de recevoir de l'amour et de l'aide sous une certaine facette. Et donc, ces personnes, dans leurs agrégats de base, vont pas forcément avoir la capacité d'être médium, si par exemple c'est un handicap d'ordre mental, mais sur leur chemin, c'est juste, c'est ce qui leur paraît juste. Euh, donc, tout le monde, non, si on prend cet exemple par exemple, mais n'importe qui souhaiterait et qui aurait cet instinct de le développer, ben, pourrait le faire. C'est pas réservé à des magiciens, des personnes spéciales, une élite humaine, pas du tout. Une solution pour lâcher prise afin d'être plus éveillé. Alors, l'éveil et la médiumnité, déjà, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que l'éveil, je vais boire un peu d'eau. L'éveil, c'est conscientiser notre vraie nature. Donc, ça passe par la méditation, par des pratiques spirituelles. Et effectivement, ça passe par le lâcher-prise. Donc, que ce soit en médiumnité ou sur un chemin d'éveil spirituel, le lâcher-prise, il est important. Pourquoi? Parce qu'il va nous pousser, pardon, à... Désolée, je sais pas ce que j'ai. Bon, ça va mieux. Le lâcher-prise, il va nous pousser à faire confiance à la vie, en fait. Il n'y a que quand on fait confiance à la vie qu'on comprend qu'on est la vie et qu'on peut s'éveiller. Il n'y a que quand on lâche prise et qu'on fait confiance à la vie et à ce qui vient spontanément à nous qu'on peut entrer dans une médiumnité fluide où le personnage humain s'efface totalement. Donc c'est vraiment ça l'intérêt du lâcher prise. Alors une solution pour le faire, ça va passer par la méditation, c'est un des outils. Ça va passer aussi par parfois un travail très actif sur nos peurs. Hein, parce que les peurs, c'est souvent ça qui nous empêche de lâcher prise. Il y a aussi l'illusion du contrôle qui va de pair avec les peurs. Donc des fois, un travail très basique sur nos peurs, qu'elles soient issues de notre vécu ou héritées au niveau transgénérationnel ou d'autres types d'héritage émotionnel, ça peut être un premier pas pour pouvoir lâcher prise. Parce qu'on ne peut pas se forcer parfois
à lâcher prise si entre nous et cet espace de liberté, d'ouverture, il y a des barrières de peur, des barrières de croyance, des barrières de blocage, une part de nous qui n'a pas envie de lâcher prise parce que elle aurait l'impression de mourir, voilà. Donc oser aller aussi voir qu'est-ce qui me coupe du lâcher prise, hein. Donc il n'y a pas une solution, il y en a parfois une pour chaque personne. Donc toi qui m'as posé la question, n'hésite pas à m'écrire qu'on en parle, hein. Euh, alors, j'ai presque fini ce live, je vais vous partager quelques ressources et vous annoncer aussi quelque chose. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et en bas du live, hein, c'est intéressant qu'on échange. Déjà, ce week-end, je pense, dans les jours qui viennent, je vais lancer un concours pour faire gagner une séance mission de vie, message de guide. Voilà, que vous pourrez gagner sur un concours de 15 jours, hein. Vous pourrez rester connecté à mon compte, ça apparaîtra bientôt, même dans ma story. Et puis en termes de ressources, si vous voulez vous renseigner sur ce sujet, bon, il y a plein de choses, mais si vous voulez lire un livre, vous avez Dialogue avec l'ange de Gita Malas. Donc ce Dialogue avec l'ange, c'est la transcription d'une expérience médiumnique et spirituelle qui a été vécue pendant la Seconde Guerre mondiale par 4 amis hongrois. C'est un livre assez connu, mais si vous ne le connaissez pas, vous pouvez vous renseigner, voir si ça vous parle. Vous avez aussi des expériences et des livres écrits par Stéphane Alix, hein, sur ce sujet. Vous avez la chaîne YouTube Bruno, un nouveau message, voilà, qui est un médium qui canalise en direct des messages plutôt de proches défunts, de personnes qui sont là, souvent dans la rue à Paris. Voilà, ça peut vous donner un aperçu de ce que c'est une séance de messages défunts, même si chacun a son style. Et puis après, en termes de ressources, j'ai aussi posté sur Instagram et YouTube des lives sur l'akasha, sur comment parler à ses guides, des méditations aussi pour se connecter à son moi supérieur, chose qui peut vous aider aussi à ouvrir certaines parts de vous. Donc voilà, quelques ressources, hein. N'hésitez pas à en partager d'autres en commentaire de ce live ou sous la vidéo YouTube si vous regardez ça en replay. C'est toujours intéressant pour les personnes après qui passent sur la vidéo de voir des ressources diverses, de lire vos commentaires, vos retours d'expérience, c'est super important, quoi. Alors je vais regarder s'il y a des questions. Ok, donc Julie, tu m'avais demandé comment nettoyer un pendule, ça j'ai répondu. Je regarde dans le chat si j'ai loupé des questions que vous m'auriez posées. Non, normalement. Ouais, je crois avoir répondu à tout. Voilà, je pense qu'on a fait un tour intéressant et pas si concis de la médiumnité. Mais à la fois, on pourrait en parler des jours et on toucherait toujours pas l'essence de ce que c'est parce que ça se vit, hein. Donc voilà, j'espère que ce live a pu vous apporter quelques éléments de réflexion. Peut-être que vous êtes reconnu dans certaines expériences. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce moment de partage sur ce sujet-là. N'hésitez pas à m'envoyer en DM aussi ou en commentaire les thématiques de live que vous aimeriez pour les mois qui viennent. Parce que c'est vrai que j'en ai déjà fait beaucoup, mais qu'il y a toujours des nouvelles choses à explorer, à partager. Donc n'hésitez pas, voilà, s'il y a des thèmes en particulier qui peuvent vous intéresser et vous aider à avancer sur votre chemin. Voilà. Merci Julie, merci beaucoup, merci Noémie, merci à toutes les personnes qui étaient là ce soir. Merci à toutes les personnes qui verront en replay. Et surtout, au-delà de merci, prenez soin de vous. Faites confiance au fait que vous êtes tellement plus qu'un simple être humain avec ses pensées, son corps, ses émotions. Ça, c'est 1% peut-être de ce que vous êtes. Et il y a beaucoup plus à découvrir. Donc, si vous ressentez ça, cet appel, cette ouverture intuitive à l'existence, faut foncer parce qu'il n'y a que du beau là-dedans. Merci Elodie, merci Armel, merci... alors je connais pas ton prénom, Bien-être et Nutrition, alors que tu es souvent là. Ça serait intéressant que je sache comment tu t'appelles. Tu me diras à l'occasion. En tout cas, merci à tout le monde et puis passez un bon week-end.